Salut à toi, c'est Sam. Bienvenue dans les podcasts de tous les possibles. Il y a quelques jours, j'ai interviewé Oussama Ammar, le patron de The Family. Il nous parle du confinement, de la façon dont il l'a vécu, de plein de choses liées à la culture et j'espère que ce podcast te plaira. C'était vraiment génial de passer ce moment avec Oussama et j'espère que tu apprendras des nouvelles choses. En tout cas, j'ai vraiment apprécié ce moment avec Oussama, sachant on a invité énormément de personnes de The Family cette année. Donc là, on a le boss final, on va dire. Allez, bonne écoute à toi. Salut Oussama, est-ce que tu vas bien? Très bien, et toi? Bah ouais, très bien. Alors ça fait un mois qu'on est en confinement, c'est un phénomène assez inédit, il y a 3 milliards de personnes qui sont confinées chez eux. Et récemment, du coup, tu as sorti avec Coup d'État une formation pour les entrepreneurs qui sont actuellement en difficulté et avec leur start-up. Et du coup, toi, comment ça se passe ton confinement avec The Family notamment, si tes journées, je suppose que tes journées elles sont chargées. Écoute, ça va un peu mieux là. On est à la fin de la première vague. Grosso modo, d'abord il y a eu une première vague assez intense d'urgence et de gestion du portefeuille. Et puis bon, maintenant les gens sont en attente. Donc la question c'est vraiment ce déconfinement, comment il va avoir lieu, comment ça va se passer, qu'est-ce que ça va vraiment représenter. Est-ce qu'on va rentrer en confinement 2 semaines après? Donc c'est ça les questions qui se posent là maintenant. Et là, il y a beaucoup de startups du coup qui sont un peu dans le mal ou quoi, et du coup vous les Ouais, avez. alors, si tu veux, grosso modo, on a un quart de notre portefeuille qui va mourir, un quart qui va beaucoup mieux qu'avant la crise, un quart c'est très incertain et un quart c'est neutre. Oui. Donc, c'est comme tout, tu as des gagnants, des perdants, c'est vraiment un grand rebattage des cartes. Et la question c'est c'est de quel côté de la frontière tu tombes, quoi. Ok. Et là, d'ailleurs, il y a des startups, enfin est-ce que vous accueillez encore des startups en ce moment ou pas? Ouais, on recommence à en prendre plein. Je pense que, bon, forcément, si tu crées une startup maintenant, tu as quand même un boulevard devant toi, puisque dans les 18-24 prochains mois, tous les gens qui avaient une boîte pendant le Covid vont devoir gérer cette boîte. Et donc, c'est une vraie opportunité pour les nouveaux, quoi. Ok. Et d'ailleurs, bah, tu sais ce que tu disais dans la formation, ça peut être une opportunité justement cette crise en termes de business. Qu'est-ce que tu vois comme opportunité, par exemple? Je pense qu'il va y avoir 3 vagues d'opportunités. Grand 1, il y a toutes les opportunités du type euh, construire des trucs online addictifs et qui luttent contre l'ennui. Mhm. Parce que même avec le déconfinement, les restos, les théâtres, les musées, tout ça ne vont pas ouvrir. Donc il y a un vrai boulevard pour ça. Ensuite, il y a un vrai sujet post-confinement sur la reconstruction des infrastructures et tout ce qui est autour de remettre les infras qui avaient déjà été construites beaucoup plus compatibles avec le Covid. Et ce que le Covid implique, relocalisation, automatisation, optimisation, réduction des coûts. Mhm. Et puis il va y avoir une 3e vague d'opportunités massives qui va être de reconstruire toutes les boîtes qui auront fait faillite à cause du Covid et qui naturellement redeviendront des opportunités. Ça peut être quoi comme type de boîte? Parce que du coup, il y a. Je pense que malheureusement, par exemple, beaucoup de restaurants vont faire faillite. Mhm. Et donc, il va y avoir des opportunités de lieux, de réinvention, etc. La nature déteste le vide. On ne va pas arrêter d'aller au resto. C'est juste que si tu as un resto qui a été créé il y a 2 ans, que tu es surendetté et que le Covid te tue, c'est pas de bol. Mais ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas un type qui fera un restaurant rentable là où tu fais. C'est ça. Ouais. En plus, il y a 40%, je crois, c'était ça la statistique de restaurants qui risquent de fermer à cause du Covid. Un truc comme ça. Ouais, je serais pas étonné si c'est 70%. Mais ouais. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Il y a Macron, dans son allocution le 13 avril, qui a évoqué le monde d'après. Et justement, toi, qu'est-ce que ça pourrait être comme possibilité Est-ce qu'on va rentrer dans un nouveau paradigme économique, social, écologique? Comment vois-tu ce monde d'après? Euh, je pense qu'il est, beaucoup moins étonnant qu'on l'imagine et beaucoup plus surprenant qu'on
qu'on peut l'espérer. C'est très dur de voir à quoi il va ressembler, mais je suis certain de deux choses. La première, c'est que à peu près tous les gens qui font du wishful thinking en ce moment vont être déçus. Donc les écologistes pensent que ça va être le grand réveil écologique, les partisans du télétravail pensent que ça va être le grand avènement du télétravail. Grosso modo, le moindre mec à une église en ce moment prouve que le Covid prêche dans sa paroisse. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense qu'on va mettre beaucoup de temps à découvrir à quoi ressemblera le monde post-crise. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne ressemblera pas au monde pré-crise. Je ne sais pas si c'est en mieux ou en moins bien, mais c'est la seule certitude, c'est que ce sera différent. Mais faire des prédictions sur en quoi ce sera différent, c'est très dur parce que ça sera sans doute différent dans des choses très surprenantes. Ça risque de pas trop bouger en fait. Genre ça peut être... c'est possible, que c'est très probable aussi que le monde il soit comme avant et qu'on s'attende justement à trop de changements. Non, ça j'y crois pas, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Ouais. Mais tu peux pas traumatiser 3 milliards d'êtres humains et espérer que ça change pas. Ça c'est... Même d'un point de vue psychologique, je pense que ça peut bouger par contre. Ouais, je pense que... Mais encore une fois, je pense que c'est juste dur de savoir comment, mais... Parce que tu peux te dire, les gens ils vont être déprimés ou les gens ils vont être joyeux. Mais en fait, ça sera forcément beaucoup plus compliqué que ça. Ça va être... il va y avoir des hauts, des bas, des choses formidables, des choses moins bien. Il va y avoir des conséquences positives, des conséquences négatives. Tout ça va énormément se mélanger. Ok. Parce que là, ouais, il y a tous les philosophes qui, dans l'actualité, tous les jours, on voit un philosophe ou un politicien, ou même ce que tu disais, une quelqu'un qui souhaite... qui en fait, sa réalité, il souhaite qu'elle s'applique un peu à tout le monde, quoi. Ouais, mais bon, la réalité, elle s'en fout un peu de tout le monde, donc ça... elle attend personne, elle a besoin de rien. Et le confinement, c'est aussi un temps pour apprendre et tout, et je suppose que t'as passé aussi... t'as pris un peu de temps aussi pour apprendre des nouvelles choses et tout. Et tu lis pas mal et tout. Et quelle place pour toi, en fait, quelle place réserves-tu aux livres dans cette société ? Ah, c'est une bonne question. D'ailleurs, moi, j'ai pas lu un seul livre en confinement. C'est marrant, tiens. Je lis beaucoup moins qu'avant le confinement. Ah ouais. Je sais pas. C'est une bonne question, mais c'est vrai que moi, le confinement, ça a surtout... les nouveaux trucs que j'ai fait que je faisais pas avant en termes d'apprentissage. Mm-hmm. J'ai passé vraiment beaucoup de temps à glander sur les réseaux sociaux. J'ai jamais autant passé de temps sur Instagram. J'ai découvert plein de nouveaux usages que je n'imaginais pas d'Instagram. Ah ouais, lesquels? tous plus sympathiques les uns que les autres. Donc non, il y a donc il y a vraiment un c'est marrant en fait, je sais pas toi mais moi l'attentisme général, ça a créé une petite flemme chez moi et je me suis dit bon, tant qu'on sait pas trop, ça sert à rien de trop se fatiguer. Et par contre, j'ai fait des trucs marrants, tu vois, j'ai aidé des gens à lancer un jeu qui s'appelle Vacarme. Alors j'ai découvert ce que c'était de faire une app. Alors là, on est numéro 1 dans le store en France depuis 4 jours. Ah ouais. On a fait 500 000 téléchargements en 5 jours. Pour une première app, c'est vraiment la chance des débutants. Donc ça m'a beaucoup amusé. Puis de négocier le contrat, je découvre des nouveaux trucs, tu vois, les publishers, les app stores, la modération à scale. Donc, mais tu vois, j'avais envie, et je me suis dit, j'avais pas envie d'aller faire de la philo, quoi. Je me suis dit, c'est vraiment pas le moment c'est vraiment pas le moment de péter les couilles des gens, c'est faire un truc, j'ai des problèmes. Ouais, t'as vu plus un temps comme un temps où justement tu te lâches un peu et tout. Ouais, moi ça a été plus ça mon ambiance du Covid. Ça a été plus un temps où tu te lâches un peu, quoi. Et d'ailleurs, je trouve que les gens se lâchent vachement même, tu vois, les messages privés que je reçois, c'est pas la même. On sent qu'il y a des gens qui tournent zinzin. On sent qu'il y a des gens qui sont en train de tourner en rond chez eux, ça leur va pas trop. Avant, t'avais des questions plus, comment je peux faire mon application, comment je peux faire ceci, comment je peux lever des fonds. Ouais, c'est ça.
C'est le Covid, il rend fou. Le Covid rend fou, ouais. Et du coup, justement, au niveau de la lecture et tout, c'est bon. Du coup, vu que t'as pas trop lu et tout, mais justement, j'ai vu que t'avais fait 1 an de philo avant d'arrêter. Et, Ouais, un peu plus, mais ouais. et justement, qu'est-ce que t'as appris là-dedans? Et moi, je trouvais ça intéressant en fait, parce qu'il y a pas mal Ouais, de potes. ouais tu sais, je fait un peu plus, j'en ai même fait 3 ans et demi, mais écoute, d'abord j'ai fait de la philo en prépa, ça m'a pas beaucoup plu. Mhm. Et après j'ai fait de la philo au HESS et là ça m'a beaucoup plu, notamment avec des gens comme Vincent Descombes, Pierre Manant, un peu d'anthropologie avec des scolaires. Mhm. Et c'est des études qui m'ont marqué jusqu'à aujourd'hui parce que ça t'apprend un peu à réfléchir, à lire, à écrire. Donc c'est pas des mauvais skills quoi pour faire du business. Et surtout la philosophie analytique. La philo est divisée en 2 grandes traditions. La philosophie continentale, qui est surtout pratiquée en France et en Allemagne, et la philosophie analytique, qui est plutôt des pays anglo-saxons. J'ai tendance à avoir un cœur quand même plus anglo-saxon, ou du moins une tête plus anglo-saxon. Je préfère la philo analytique, mais je sais que j'ai eu la chance d'avoir des profs analytiques à Paris, et ça m'a beaucoup aidé à construire ma vision du monde. Et du coup, à le HESS aussi, ils étudient c'est marrant que tu parles de HESS, parce que là, en ce moment, on fait les candidatures pour les masters et tout. Et Ouais, j'ai mes candidaté à l'EHESS et je sais que là-bas, ils font énormément de sociaux et tout. Du coup, t'as étudié tout ça aussi? ouais, j'ai adoré. Mais franchement, si je te conseille une école, c'est le HESS. C'est vraiment je me suis arrêté toute ma vie. Alors moi, tu sais, j'étais même pas étudiant. Alors, étudiant, je fais ce qu'ils appellent étudiant libre. Mhm. Ce qui est génial, puisque tu as un statut vraiment à part. Et je me souviens de ma première semaine où je suis arrivé à un premier cours et je me suis rendu compte que le premier rang était rempli de profs. Et c'est la seule école où j'ai vu des profs assister au cours des autres profs. Et je me suis dit, il se passe un truc différent dans cette école. Alors bon, c'était il y a longtemps, je sais pas C'est ça le quoi défi. ressemble le HESS aujourd'hui, mais Ouais, c'est du jamais vu. en 15 ans, les choses ont dû changer, mais ouais, j'en ai un très très bon souvenir. Ouais, parce que ça se voit jamais. Genre, dans les universités, la plupart du temps, il y a que le prof et les étudiants. Et encore, même les étudiants, des fois, ont du mal à aller en cours, quoi, aujourd'hui. Ouais, Déjà, si les étudiants ils ont du mal, alors les profs. Et, euh, et justement, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est t'apprends toutes sortes de concepts, que ça soit en philo ou dans d'autres matières et tout. Et même quand t'apprends d'un livre ou quoi, et comment tu peux doser entre les concepts théoriques et la pratique? bah, je pense déjà en comprenant qu'il n'y a pas de cette frontière entre théorie et pratique. C'est comme la frontière entre B2C et B2C et B2B. Mhm. Ça existe pour essayer de simplifier une réalité beaucoup plus complexe, qui est qu'en fait, il n'y a pas d'un côté la théorie et de l'autre la pratique. Il y a d'un côté ce qu'on comprend et de l'autre ce qu'on ne comprend pas. Quelque chose qu'on comprend en théorie mais qui ne marche pas en pratique, c'est qu'on ne l'a pas assez théoriquement bien compris. Quelque chose qui marche en pratique mais qui ne marche pas en théorie, c'est juste que la théorie est mauvaise. Et en fait, Nassim Taleb, il dit c'est un peu le paradoxe des Grecs contre les Romains. Les Grecs faisaient plein de maths fondamentales, mais à chaque fois qu'ils construisaient un bâtiment, le bâtiment s'effondrait. Les Romains faisaient aucune maths fondamentale, ils apprenaient à construire des bâtiments que par la pratique, et leurs bâtiments sont toujours là, localisés et toujours quasi intacts. Et pourtant, c'est pas parce que l'Italie avait plus d'argent pour entretenir ses bâtiments que la Grèce. Non, c'est juste qu'ils étaient beaucoup mieux construits. Et en fait, c'est un peu il y a un trip dans le monde des universitaires qui vivent de théorie, mais ou de l'autre côté de praticiens qui sont très pragmatiques. Mais tout ça sont des gens qui oublient une réalité, c'est qu'il n'y a aucune distance entre la théorie et la pratique, et la seule chose qui compte, c'est justement la compréhension, et que cette compréhension vienne des concepts vers la pratique ou qu'elle aille de la pratique vers les concepts. Ça doit être un chemin continu. Ok. Ça, c'est un truc que tu viens de m'apprendre, le fait que... En fait, c'est étonnant parce que tu parles de la Grèce et de l'Italie, mais c'est vrai que quand on constate, ouais, aujourd'hui, la Grèce, en vrai, j'ai un ami qui est allé en Grèce il y a pas longtemps et qui m'a dit justement qu'il était impressionné parce qu'il restait pas grand-chose en réalité, Ah genre, ouais, ils ont pas tenu ouais longtemps. parce que les Grecs, ça s'effondrait tout le temps. Ils ont jamais,
ils ont fait Pythagore, Thalès, machin, mais ils étaient incapables de construire un dessin. Ils passaient tellement de temps à apprendre de la théorie que les mecs savaient pas construire un truc avec leurs mains. Il faut se méfier. C'est comme quand tu es un économiste qui passe sa journée à faire des grandes prédictions de microéconomie, puis un jour on te met à la tête d'une boîte et t'es une catastrophe ambulante. C'est pas parce que t'es un théoricien, c'est parce que t'es un mauvais. En fait, si t'es un théoricien et que t'as compris vraiment la théorie, t'as pas de problème quand tu pratiques. C'est juste que cette distanciation entre la pratique et la théorie, c'est une vraie façon d'accepter l'irréel, d'accepter, tu sais, Pareto, à la fin de sa vie, on lui dit, on a fait une expérience, votre théorie, elle marche pas, et il avait dit, non, c'est pas le réel qui est vrai, c'est ma théorie qui est vraie, c'est le réel qui est faux. Je dis, putain, c'est chaud, mais les universitaires, les académiciens, les hauts fonctionnaires, les ingénieurs sont comme ça, parce qu'ils investissent beaucoup trop de temps dans leur éducation. Quand tu passes 10 ans à apprendre quelque chose, à passer des concours, etc., si à la fin on te dit tout ça, ça vaut rien par rapport à un type qui l'a fait pendant 3 mois, tous les jours, tu dis mais non, c'est pas possible. J'ai pas pu faire tous ces efforts pour rien. Et donc tu donnes un statut à la théorie qui est un statut supérieur. Mais la théorie ne devrait être qu'un continuum avec la pratique. Ou alors des moyens genre de s'inspirer et tout. Il y a un truc en ce moment que en fait là je fais des études de sciences politiques et un truc que j'ai remarqué en fait souvent en sciences politiques ou des personnes qui touchent un peu plus à de la philo, à la socio et tout, c'est que en gros on lit trop en fait de trucs liés à la science politique, à la socio et tout, et en fait on est enfermé là-dedans et au final moi je me disais pendant des années ouais mais les romans en fait ils apprennent pas grand-chose, mais au final maintenant j'ai plus pensé l'inverse. Genre je trouve que dans les romans il y a des trucs très intéressants aussi et justement que ça permet de mieux comprendre le réel en fait. Ouais. Je comprends. Mais c'est là où en fait t'as besoin de. C'est pour ça que t'as besoin quand tu fais de la science politique, c'est comme quand tu fais de la philo, t'as besoin de vivre. Mmh. Tu dois vivre des choses pour aller alimenter ta théorie. Si on sent qu'il n'y a pas de réel derrière, c'est juste trop abstrait. Ok, ouais, je vois. Après, c'est assez chaud quand même d'appliquer de toute façon. J'avais une question. Une fois, j'avais vu une interview où tu disais que, en gros, tu utilisais, en fait, un deuxième compte Twitter où, en gros, tu t'abonnes à des sujets. En fait, tu suis un sujet par. Il y a un sujet qui t'intéresse, tu vas t'abonner à toutes les personnes qui sont en lien avec ce sujet. Et est-ce que tu as d'autres méthodes d'apprentissage comme ça qui permettent aujourd'hui d'apprendre tout en exploitant la technologie? Parce que c'est assez compliqué souvent d'allier la technologie et l'apprentissage et on a tendance un peu, comme tu disais tout à l'heure, moi, si je reste trop longtemps sur les réseaux sociaux, je quitte pas les réseaux sociaux. Ouais, mais bon, ça c'est comme tout, il faut se discipliner, quoi. Et je pense qu'on ne veut pas admettre que la plupart d'entre nous, on est incapable de se discipliner, c'est tout, quoi. C'est comme si tu disais, comment faire pour faire du sport sans te bouger le cul. Bah, tu peux faire toutes les vidéos de tutoriels du monde, à la fin de ta journée, si tu ne bouges pas le cul quand tu fais du sport, bah, tu fais autant de sport que moi, quoi. Donc il n'y a pas de solution de miracle là-dedans. Je pense que le sport et l'éducation, c'est la même chose. Soit tu es discipliné, bah, tu progresses, soit tu n'es pas discipliné et tu peux te raconter toute ta vie qu'un mec aura la méthode magique pour te discipliner, quoi. Et en attendant, tu bouffes des glaces sur le canapé en regardant Fairy Tail. Qui est une activité de confinement hors du commun, quoi. Mais c'est ça, même dans Fairy Tail ou quoi, tu t'apprends des trucs, donc en vrai... Mais ouais, c'est ça. Je connais Fairy Tail. C'est ma grande découverte du confinement. Sérieux, du coup, qu'est-ce que... Je me suis tapé 4 saisons en 5 jours. J'adore ce truc. Fairy Tail, j'ai pas vu, mais Full Metal, t'en parles souvent, et Full Metal, j'avais commencé, je trouve ça ultra intéressant par contre. Fairy Tail, je sais pas du tout, du coup, en fait, qu'est-ce qui t'a plu dans Fairy Tail? C'est une bonne question. Non, mais en fait, alors déjà, il y a un truc bizarre, c'est que j'ai l'impression que Fairy Tail The Family, c'est la même chose. Sérieux? C'est assez capillotracté, mais c'est vrai qu'il y a un peu la même ambiance. Ensuite, la deuxième chose qui me passionne, c'est que les personnages sont incroyablement multiniveaux et caricaturaux.
et ils sont jamais décevants. Parce que même dans leurs conneries, ils trouvent toujours un moyen de rebondir et tout, très, très anime caricatural japonais. Et puis après, bon, faut reconnaître que les filles sont super jolies dans le Fairy Tail. Alors comme on est en confinement, tu vois. Voilà. Mais ouais, non, Fairy Tail, c'est ma grande découverte. Après, je pense que c'est un très mauvais anime. Ça vaut pas Seven Deadly Sins ou Full Metal Alchemist, etc. Mais j'ai beaucoup aimé. Faut que je check. Parce que je te jure, moi je suis resté à Dragon Ball, je suis ultra fan de Dragon Ball. Mais justement, Dimitri, on l'avait invité à la sauce, et il parlait aussi de manga et tout, et justement on parlait de tout ça, et en vrai des choses et tout qu'on peut apprendre et tout, même sur nous-mêmes et tout, c'est ultra intéressant. Il y a un truc par contre, genre en fait grâce à toi j'ai découvert Borges, et par contre tu vois Borges j'ai pas compris, du coup je vais peut-être poser la question, vraiment c'est une question assez personnelle et tout, en fait qu'est-ce qui te plaît dans Borges, et parce que fiction je trouve c'est une œuvre assez compliquée, et comment lire Borges? Écoute, Borges pour moi, alors c'est vraiment un de mes écrivains favoris. J'aime beaucoup le style mystérieux slash incompressible slash vraiment quasi ésotérique. Borges, c'est vraiment c'est un ésotérique scientifique. Il a un côté, je sais pas, qui m'amuse beaucoup. Et en plus, il a des concepts philosophiques super forts. Donc, un de ses premiers concepts, c'est que la créativité ne justifie rien. Tout ce qui a déjà été créé est recréé. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas de sujet de type quelque chose vaut quelque chose parce que tu es le premier à l'avoir écrit. Ce poème qu'il a plagié lui-même, qui s'appelle Le Tigre, montre qu'en fait tout un jour aura été écrit et tout un jour sera à nouveau écrit. Et que même si tu générais aléatoirement tous les livres possibles du monde, tu finirais par avoir tous les livres possibles écrits. Donc la deuxième chose que j'aime beaucoup chez lui, c'est toutes ces notions de temps et de temporalité. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup réfléchi au temps, et ça me fascine beaucoup. C'est un sujet qui m'a toujours fasciné en philo, le temps. Et puis j'aime bien ses formats courts. Je trouve que c'est quelqu'un qui a assumé de faire des nouvelles et de faire d'un format qui sont les nouvelles, qui était un format mineur des grandes œuvres. Dans la littérature française, il y a un peu la qualité d'un livre se fait à la taille du livre. On juge le livre par son poids. On vend les livres au kilo, on payait Balzac au mot. On disait à Balzac, si t'écris 1000 mots de plus, je te donne 1000 francs de plus. Le pauvre, il était obligé de faire des descriptions pour torturer des générations entières de lycéens qui devaient lire Le Lys dans la vallée en se disant, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Avec leurs profs qui se disaient, ah, extraordinaire Balzac, vous avez vu ça? En fait, c'est juste une prostituée de la littérature qui était payée au mot, quoi. Rien de très fascinant. Et je trouve que Borges a eu le courage de casser ça avec les nouvelles, et le geste me plaît. Ce type de rébellion, du type j'en ai rien à foutre, je fais mes nouvelles et je vais faire d'un objet qui est un objet mineur, un objet majeur, je sais pas, ça me plaît bien. Du coup, faut que parce que genre Borges en fait apparemment pour le lire apparemment il faut le lire à l'oral, parce que à l'écrit c'est assez compliqué, genre Ouais, je sais pas, je me suis jamais fait cette remarque, mais t'as essayé de lire Borges, t'as lu quoi? Du coup j'ai lu La Bibliothèque de Babel, et j'ai lu la première nouvelle, c'est Thor Uzbek, je crois. Tertius Orbit, je sais pas quoi là. Ouais. Ouais. Bah écoute, non, je sais pas, moi je les ai lus, mais je les ai pas lus à l'oral. Mais ouais. Parce que c'est assez technique en fait. Je pense qu'il faut vraiment être concentré et tout, vraiment, genre. Je sais pas, genre, c'est assez particulier. Parce que c'est. Mais en fait, c'est intéressant parce que La Bibliothèque de Babel, en fait, du coup, une fois que j'avais lu, je sais pas si t'avais vu, mais il y avait un site internet
qui reconstituait en fait l'idée de la bibliothèque de Babel, et en gros, tu tapes un mot et en fait il va direct te le retrouver, et c'est pour te prouver qu'en fait tout existe déjà en fait. Ouais, c'est pas con. C'est sympa ça. C'est... J'aimerais bien que tu m'envoies le site internet, ça me plairait bien de regarder ça. Vas-y, je t'envoie ça. C'est ultra bien foutu. J'avais une autre... Enfin, je voulais faire aussi une partie sur la politique parce que je trouve ça... En fait, je trouve ça marrant. Je trouve qu'il y a quand même des fois des points communs entre l'entrepreneuriat et la politique. Et toi, pourquoi t'as pas fait de la politique? Pourquoi tu t'es dirigé plutôt vers l'entrepreneuriat? Euh, Parce que je pense que malheureusement la politique c'est devenu un sacerdoce. C'est devenu un sacerdoce injustifiable et trop compliqué. Tu t'es payé à te faire insulter toute la journée par des gens qui pensent que quoi que tu fasses, t'es un menteur, un voleur, etc. Je pense que les démocraties n'ont pas réussi à faire le switch de rendre la politique attractive pour les talents. Et puis en plus, j'aime trop le confort, l'argent et la vie. Apparemment, quand t'es un homme politique, si tu gagnes plus de 6 000 balles par mois, t'es un voleur. Donc bon, j'ai pas du tout envie de vivre avec 6 000 balles par mois, et j'aurais jamais pu vivre avec 6 000 balles par mois. Donc, franchement, la politique, c'est vraiment un... C'est d'ailleurs, moi, ce qui m'inquiète beaucoup sur la politique, c'est que je me dis, soit tu as une vocation quasi religieuse, mais bon, tu manques de pragmatisme. C'est un peu comme Macron, où tu sens bien qu'il a l'air d'être touché par la grâce divine. Bon, ok, le problème, c'est que, ok, on peut en avoir, combien tu peux en avoir des comme ça? Tous les autres ont l'air d'être des blaireaux qui n'auraient jamais rien pu faire d'autre. Donc c'est chaud quand même. Normalement, la politique, c'est ce qui devrait être le mieux payé. Par exemple, Singapour paye ses hauts fonctionnaires et ses politiciens un benchmark de ce que les 15 personnes les mieux payées du pays gagnent. Donc tous les ans, ils prennent les salaires des 15 plus gros banquiers de Singapour, ils font la moyenne, ils disent, bon, bah voilà, si t'es homme politique, tu gagneras tant. Bah, je peux te dire qu'ils ont un état au top du top. Hein. Ouais, bah, chaque fois que tu rencontres un officiel de Singapour, tu hallucines sur le niveau moyen. Il faut pas se raconter des histoires. Enfin, il y a un moment, les gens talentueux, ils vont là où... Alors, les gens vont dire, oui, mais enfin, l'argent, c'est pas tout. Bah, l'argent, c'est pas tout, mais il y a un moment, si tu as les moyens d'avoir une vie exceptionnelle parce que tu es talentueux, bah, je vois pas pourquoi tu te la refuserais sous prétexte que tu as la République, un devoir et tout. Et puis, moi, tous ces trucs-là, la République, la laïcité, j'aurais jamais pu faire de politique en France. Ils sont tous fatigants. Il y a un truc de tout est toujours dans la pureté, la raison d'État, le sacrifice. C'est vraiment le truc de catho, quoi. C'est chiant, quoi. Moi, je me dis, bon, si je faisais de la politique, je me dirais, bon, il y a des problèmes, on va les résoudre, quoi. Je ne dirais pas, j'essaierai pas de faire croire aux gens qu'il est possible de créer un truc où il n'y a aucun biais, aucun problème, le paradis sur terre. Enfin, c'est tous des vendeurs des vendeurs de marchands de tapis. Je me dis, quitte à vendre des tapis, autant vendre des vrais tapis. Tu vois, moi, quand je te vends un tapis, je te vends un produit, tu l'achètes, tu payes un prix, t'es content. C'est une transaction saine. Si t'es pas content, tu rachètes pas. Il y a un truc dans le business d'une grande liberté que tu trouves jamais dans la politique. Parce qu'il n'y a pas de critère de vrai dans la politique. En plus, tu passes ton temps à te tromper, tu penses que... T'imagines, là, en ce moment, les pauvres, ils doivent gérer le Covid. Ils savent rien sur rien. Quoi qu'ils fassent, de toute façon, ils vont passer pour des cons. Ils sont dans des trucs, ils sont pris dans des trucs contradictoires, horribles, entre ce qu'il faut faire pour la sécurité, ce qu'il faut faire pour l'économie. Chacun est spécialiste en épidémiologie. Il n'y a pas un Français... Avant, on avait 60 millions de commentateurs sportifs et de sélectionneurs de l'équipe de France. Maintenant, on a 60 millions d'épidémiologistes. Voilà. Ouais, c'est vrai. Sur les réseaux sociaux, il y a tout le monde qui est spécialiste. Aucune honnêteté intellectuelle, humilité. Tout le monde sait toujours mieux que tout le monde ce qu'il faut faire. Puis toi, t'es sous-payé pour te faire insulter toute la journée par tous ces cons. mais qui c'est de saint d'esprit qui peut finir avant? Moi, c'est ma théorie pour laquelle la plupart des hommes politiques sont des psychopathes. Parce qu'il faut être un psychopathe pour accepter de se faire lyncher comme ça toute la journée pour rien. T'as pas d'argent, t'as même plus vraiment de pouvoir. C'est quoi le pouvoir aujourd'hui dans notre politique?
Les mecs, ils se font voler les masques sur le tarmac en République tchèque. Ouais. Et Tu d'ailleurs, peux même pas commander des masques, tu parles d'un pouvoir, tu vois. c'est Les marrant que tu gens, parles du pouvoir parce que en vrai, c'est un truc aussi que je voulais sur lequel je voulais te questionner parce que en gros, aujourd'hui, je sais pas si t'as lu The End of Power, mais il y avait même Nicolas qui, dans l'âge de la multitude, décrivait un peu ce truc-là. C'est en vrai, on a tous une parcelle de pouvoir et tout, et du coup, en fait, les politiques, enfin, tout leur pouvoir, il est complètement échappé, en fait. ah bah c'est sûr que depuis que les politiques peuvent plus couper la tête des gens, c'est un peu une autre ambiance. Quoi. C'est vrai que ça te dérangeait à l'époque où tu faisais chier un mec, ils disaient ok, coupez-lui la tête, puis tu te faisais couper la tête. Alors les autres ils disaient oh putain, on va pas broncher. Ah, vous avez acheté des masques. Oh, mais très bien, c'est formidable vos masques. C'est Haroun dans son sketch, il dit les Français sont ingérables. Tu dis on va baisser les salaires à fond. Non, on va monter les salaires. Non, on fait quoi? Rien. Il y a un côté gaulois, quoi. Mais d'ailleurs, on sait même pas si par la suite ils pourront, parce que quand il évoquait le monde d'après, justement, peut-être parce qu'il y a un problème quand même qui a été soulevé, c'est quand même qu'on manquait de masques et apparemment Hollande et Macron, successivement, en fait, en gros, ils ont pas renouvelé le stock de masques et tout. Il y a quand même des problèmes qu'ils auraient pu. Oui, mais regarde, prends cet exemple. C'est un très bon exemple. Roselyne Bachelot, elle avait acheté 2 milliards de masques. À l'époque, tout le monde a dit ouais, quel gabegie, 2 milliards de masques, mais quand est-ce qu'on aura besoin de 2 milliards de masques? Et gna 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 gna. On a fait un complément d'enquête, on a fait une enquête d'action. Élise Lucet, avec sa grande gueule là, de donneuse de son, elle est partie en mode ah, tiens, je sais pas quoi. Et puis, on a arrêté d'acheter des masques. Après, maintenant, il y a la crise, on dit ah, c'est pas bien, on n'a pas acheté les masques. Et les mêmes, les enquêtes d'action, machin, sont là, scandale gouvernemental, pourquoi n'avons pas nous de masques? Putain, t'es là, mais c'est pas possible, quoi. Ils ont même pas l'honnêteté, tu vois. Moi, je sais pas, on devrait poser des questions au gouvernement en mode. On devrait poser des questions au gouvernement en mode bon, ok, on devrait dire au gouvernement bon, on a fait une bêtise en vous disant que vous aviez acheté trop de masques, bon, bah, essayons de régler le problème. Mais on peut pas avoir, dans une démocratie, tu peux pas avoir une conversation apaisée comme ça. Dans une démocratie, c'est tout le monde se fout sur la gueule avec tout le monde. Bon, bah, franchement, j'ai pas envie de me foutre sur la gueule avec qui que ce soit. Je préfère faire mon business de mon côté et qu'on me laisse tranquille. Surtout si tu vas sur Twitter et que tu vois toute la journée en plus le flux de gens qui s'insultent et tout, et qui sont jamais d'accord. Après, au niveau économie, genre qu'est-ce que tu vois Enfin, d'abord, j'avais une question. Genre, t'investis dans les startups du coup par le biais de The Family. Est-ce que toi, t'as d'autres sources d'investissement? C'est une question qu'on pose très peu en fait aux entrepreneurs. Mais est-ce que tu t'intéresses à la crypto-monnaie, à la bourse et tout? Et est-ce que d'ailleurs tu vois des opportunités actuellement qui se profilent? Il y a tout le monde qui parle du fait que le pétrole il chute et tout, que la bourse va mal et tout, mais comme d'hab en fait, parce qu'à chaque crise c'est tout le temps la même, mais après ça repart et plus personne n'en parle. Ouais, là quand même il y a une originalité dans cette crise, c'est que la bourse est déjà remontée à plus fort qu'avant la crise. Donc la recovery de la crise a été quand même et que personne ne comprend pourquoi, parce que la crise n'est pas passée. Donc il y a un côté un peu surréaliste de tout ça. Mais bon, moi j'essaie d'être focus un maximum sur The Family. J'ai investi un peu en bourse, mais que sur des trucs longs que j'aime bien. Moi j'ai une technique, c'est que j'achète les 20 actions des 20 marques que j'aime le plus et je les garde très très longtemps. Ça m'a toujours très bien réussi. Tu vois, j'avais acheté du Google, du Amazon, du machin. C'est des marques que je connais en tant que consommateur et que j'aime bien. Et ensuite, je pense qu'il y a les cryptos, c'est vraiment le truc que j'ai raté. Je m'y suis mis récemment, mais par l'intermédiaire de The Family avec The Garage. Donc c'est une approche un peu différente. Et puis je pense que les cryptos finiront par avoir leur moment de gloire. Donc tout ça, mais c'est pas la spéculation crypto, c'est trop de. À une époque, quand ça montait, ça descendait tout, j'avais tout le monde dans mon équipe qui devenait fou. C'est vraiment un truc de paix mentale. Il faut avoir la paix, faut ne pas se consacrer à ça, quoi. Ouais.
Surtout que quand t'as le chiffre qui... t'as tendance, quand t'investis dans la crypto, à regarder un peu tous les jours et tout. En fait, même dans l'investissement de façon générale, genre en bourse, en crypto, si tu regardes une fois, en fait, tu regardes toujours après. Ouais. Pour ça, moi, j'aime bien investir en me disant que c'est pour 10 ans et puis on voit où ça en est au bout de 10 ans, quoi. C'est un peu la strat de Warren Buffett. Ça. Warren Buffett, il fait ça et Ouais. juste sur le Avec long un peu terme. moins d'argent. Ouais, parce que... Mais par contre, là, il a perdu beaucoup. Hein. Là, avec la crise, il a pas vu venir. Il y a 50 milliards qui se sont fait un peu envoler. Donc, c'est pas pour lui qu'il va les récupérer après. J'espère, parce que 50 milliards, c'est beaucoup. Hein. ça en fait des caisses. Hein. Tu vois comment la situation économique, parce que du coup tu t'évoquais le fait que le gouvernement, justement, il est dans ce paradoxe-là de faut remettre les gens au travail et tout, parce que, on va rentrer en récession économique, donc ça va être assez compliqué. Et On est déjà en récession, on va pas rentrer en récession, on est en récession depuis 3 semaines. ouais, on est déjà en récession. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui en plus évoquent même des explosions de banques, une explosion d'une bulle immobilière et tout. Et est-ce que tu vois même une bulle, par exemple, sur les startups ou quoi? Comment vois-tu justement la situation économique évoluer? Écoute, c'est sûr que là, il y a beaucoup de choses qui valaient beaucoup d'argent qui vont pas en vouloir beaucoup, mais il y a d'autres choses qui vont vouloir. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai jamais aimé la macroéconomie, c'est parce que la macroéconomie reflète toujours des phénomènes de moyenne qui ressemblent à de l'astrologie, alors que ce qui compte, c'est le détail, c'est la micro. Et d'un point de vue micro, ce qui va se passer, c'est que le niveau de complexité va monter. Ça va devenir, il va pas y avoir les gagnants de l'économie, il va y avoir des gagnants individuels et des perdants individuels, même dans des secteurs, je sais pas, tu vois, la restauration, il y a des gens qui vont créer des empires et il y a des gens qui vont passer par la fenêtre. Quoi. Et donc, ça va être de plus en plus dur de faire des analyses de tendance, parce je pense qu'on arrive à un tel niveau de fragmentation que le pouvoir de l'individu va être suprême et que la différence entre deux entrepreneurs dans une même industrie va être dingue. Mmh. C'est comme si tu donnes les mêmes ingrédients à tout le monde et tu leur dis de faire un gâteau au chocolat. Et au bout d'un moment, ce gâteau au chocolat, il n'a pas le même goût, même si c'est les mêmes ingrédients. Parce que le chef, il aura toujours son twist, sa main, sa patte. Et ça va être la même chose dans l'entrepreneuriat. Ok, je vois. Franchement, c'est un... Enfin, à l'issue de ce truc du confinement, je pense que... Je sais même pas si en plus de ça, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je sais même pas si en plus de ça, il va durer, il peut se prolonger en plus, donc... Ah ouais, mais laisse tomber. Là, je pense que personne ne sait où on va. Si ça se trouve, on va faire des stop and go. Enfin, ça va être horrible. Ça va être horrible. Du coup, en fait, vaut mieux lancer, par exemple, si tu lances un business ou quoi, c'est de lancer plutôt une sorte de muse ou un truc complètement online, pas un truc... En ce moment, si tu as la chance de pouvoir lancer un truc online qui lutte contre... qui est addictif, tu es du bon côté de la barrière. Tout le reste, t'es un sapin. Ouais, si tu lances un nouvel Amazon, ouais, ça va être compliqué de faire tout ce qui est logistique et tout. Ouais, là, c'est un peu chaud, là. Il y a un truc, il y a un phénomène là, cette semaine en plus là, au niveau des podcasts, on va faire un débat sur la transition écologique. Et il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui, tu sais, il y a la mouvance collapsologique qui prend de l'ampleur. Et justement, je voulais te poser la question, toi, qu'est-ce que tu en penses de de toute la collapsologie, de toute cette tendance, et même quand ils voient le Covid, ils disent, ah, vous voyez, on avait raison, mais bon. Ouais, alors, mais j'en peux plus de ces cons. déjà qu'avant le Covid, ils me gonflaient, mais depuis que le Covid leur donne une excuse pour avoir raison. Non, mais je pense qu'ils sont tous timbrés. Après, il n'y a aucun doute que la planète va mal et que la planète est sale. Tu vois, la dernière fois, j'étais avec un type qui dit ouais, je m'en fous de l'écologie et tout, mais je lui dis vas-y, va mettre ta gueule dans un pot d'échappement et après tu vas me dire si t'aimes pas ça, quoi. Moi aussi, j'aimerais que les voitures ne polluent pas, j'aimerais que quand j'aille me baigner dans l'eau, l'eau soit pure et propre, quoi. On peut pas se baigner dans la Seine, on vit dans des villes qui sont complètement déconnectées de la nature, on n'a pas d'arbres, on n'a pas de végétation, c'est n'importe quoi. Il y a un software qui a été cassé. Mais ce qui me gonfle dans cette histoire, c'est qu'encore une fois, je pense que c'est un sujet business et pragmatique. On a juste besoin de prendre ça comme un sujet de nettoyage de la planète et de prendre les problèmes un par un. Mais les mecs prennent ça comme une excuse pour expliquer qu'il faut changer
le mode de vie, la décroissance, etc. Bon, écoute, si ça les amuse de perdre leur temps, qu'ils y aillent, quoi. Mais je pense qu'ils sont complètement à côté de la plaque, quoi. Bah, surtout que les gens, ils sont habitués dans un confort et tout. Tu demandes à quelqu'un de changer son confort et tout pour quelque chose, c'est assez compliqué. Genre, c'est vrai que allier confort et en même temps, c'est assez dur. Je pense que qu'on va trouver peut-être une solution, un truc. De toute façon, il y a toujours des solutions, donc il y a. Je vois. Moi, j'ai plutôt du mal comme toi en fait avec la question de la collapsologie. C'est pour ça que je souhaitais qu'on en parle et tout, parce que, c'est un sujet qui est de plus en plus abordé, je trouve. Ça fait depuis, ça fait 4-5 ans quand même que maintenant il y a la collapsologie qui prend de l'ampleur. Et c'est intéressant en même temps. En fait, c'est intéressant et en même temps, je sais pas, ça enferme les gens dans une sorte de pessimisme ambiant, quoi. Euh, et justement, vu qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'allient à ça, il faut du coup qu'il y ait de l'autre côté de la barrière des personnes qui sont un peu plus, qui soient un peu plus optimistes là-dessus et des personnes qui souhaitent réussir leur vie ou s'accomplir. Quel est le meilleur conseil que tu donnerais à des jeunes justement pour qu'ils réussissent ou s'accomplissent aujourd'hui? D'arrêter d'écouter leurs parents, que déjà avant le Covid, ils vivaient dans un monde qui n'existait plus, mais alors là, maintenant, c'est fini. Mmh. De faire des petits trucs souvent plutôt que des grands trucs, pas souvent. D'aller en ligne, d'expérimenter, de ne pas avoir trop peur et d'essayer d'expérimenter à fond, quoi. Je pense que là s'ouvre un monde nouveau dont personne n'a la recette, les cartes sont rebattues. On va avoir 3-4 ans où les jeunes peuvent vraiment faire la différence, donc il faut y aller, quoi. Et après, j'ai d'autres questions aussi, mais là, ça va être un peu plus personnel. C'est parce qu'il y a, je sais pas si t'as vu, mais il y a le film là sur Marie Curie qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, je l'ai pas vu. Il faut que dès la fin, j'espère que les cinémas vont vite réouvrir quand même pour pouvoir aller le voir. Mais toi, quel est ton personnage féminin historique préféré et quel est ton personnage masculin historique préféré? Mon personnage féminin historique préféré, tu connais, mais putain, j'ai honte parce que je me souviens plus de son nom. Hypatie. Non, ça me dit rien. Attends, il faut que je vérifie le nom pour pas passer pour un con dans le podcast. T'inquiète, on peut couper, t'inquiète. Il y a eu un film, c'est la première à avoir. C'est une philosophe, c'est la première à avoir découvert que la Terre suivait une trajectoire elliptique autour du Soleil. Mm-hmm. Trajectoire elliptique, philosophe, grec, femme. Si je tape ça dans Google, Hypatie. Hypattie. Ouais. Il y a un film qui a été fait sur elle qui est magnifique. Qui est vraiment trop trop beau, avec une dernière scène qui m'a fait pleurer. Je l'ai vu 10 fois, j'ai pleuré 10 fois. Parce que la pauvre, elle s'est fait lyncher par des cons. Je suis en train de regarder, du coup, en vrai, le film, c'est du coup Agora. Ouais, le film, c'est Agora, exactement. Ok. Et mon personnage masculin historique préféré, ouais, moi j'aime bien César. C'est lequel? César, c'est quand même un gros entrepreneur. Mm-hmm. C'était l'homme le plus riche du monde à l'époque. Il a quand même des coups incroyables. Bon, il est un peu mort. Il a raté sa mort. Ouais, c'est chaud. Mais sinon, franchement, c'était bien parti, quoi. César, en fait, tu parles aussi par rapport à la guerre des Gaules aussi. Ah bah oui, la guerre des Gaules, c'est l'entrepreneuriat de l'époque, quoi. Quête de nouveaux marchés, personne n'y croit. C'est hors du commun, quoi. D'ailleurs, la guerre des Gaules, pour les personnes qui écoutent, il me semble qu'il est en libre de droit. Je crois aujourd'hui. Et du coup, ouais. Il y a moyen de le lire assez facilement. Et j'avais une autre question justement sur la question de l'humanité. Pour toi, qu'est-ce qu'être un homme ou une femme au XXIe siècle? Qu'est-ce qu'être un homme ou une femme au XXIe siècle? Sans doute, ce qui est triste, c'est qu'être un homme ou une femme, ça change pas beaucoup. Et qu'on est toujours dans les mêmes rapports homme-femme. Et qu'on a vraiment du mal à évoluer là-dessus, et c'est dommage.
Ouais, tu parles par rapport à la question justement du féminisme, tout ça, ou justement... Exactement. Mhm. C'est chiant qu'on en soit toujours là à discuter de tout ça. Enfin, ça aurait été cool que nos parents résolvent ce problème, on peut passer à autre chose. Mhm. Ça devient lourdin, comme tu dis. Et d'ailleurs, justement, enfin, dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a un truc, il y a une initiative que j'apprécie pas mal, que tu connais, je pense, c'est Sista, et qui justement, il y a très peu de femmes qui entreprennent et tout, à cause justement de tous ces stéréotypes et tout. Et même on a constaté qu'il y a peu de femmes aussi qui lèvent des fonds et tout. Et justement, vous, comment vous essayez de résoudre ça pour Nous, on a lancé un super programme qui s'appelle Gold Up. Mhm. Tu peux aller voir sur goldup.co, où justement on essaie d'avoir une approche différente de Sista. Sista dit les femmes n'arrivent pas à lever parce que les VC sont sexistes. Moi, je dis les femmes ne devraient même pas essayer de lever parce que de toute façon, les sexistes, ça change pas. C'est pas une déclaration qui va faire que les VC seront moins sexistes. Par contre, si on crée des femmes qui créent des business bootstrappés, qui gagnent une tonne d'argent, elles n'auront pas besoin d'investisseurs et elles pourront être les investisseurs de la première génération d'entrepreneurs. Ah, une approche totalement différente du coup de Sista. Après, pour toi, c'est quoi t'as la spécialité libanaise que tu conseillerais à un ami cuisinier pendant le confinement? Shawarma, évidemment. Au moins, se finir sur une petite note un peu cuistot et tout. Et justement, vivement que les restos réouvrent. Du coup, merci Oussama. Merci beaucoup. Ciao. Merci beaucoup. C'est la fin de ce podcast, j'espère que tu as kiffé. On se retrouve pour un prochain numéro. Avant que tu quittes la plateforme de podcast que tu utilises, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit avis, histoire de faire monter le podcast. Et n'oublie pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Tous les possibles. Allez, à la prochaine.